Bienvenue à la saison 4 de Connexion Capillaire, le podcast où les cheveux rassemblent les gens par la passion, le désir du partage ou tout simplement pour vous raconter leur histoire. La connexion humaine fait partie de mon quotidien en tant que coiffeur et j'avais envie de mettre de l'avant tout ce qui se rattache de près ou de loin à la coiffure. Bienvenue à l'épisode Créer sa propre ligne de produits capillaires et le podcast est présenté par Eros et compagnie, Eric 15 pour 15% de rabais sur tout le site web. Amusez-vous, allez magasiner en ligne. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir Yannick avec moi. Bonjour! Hello! Ça va? Très bien, ça va très bien. Merci d'être là pour parler de ce projet qui a vu le jour. Il n'a pas très longtemps, mais ça fait... Non, 2023, mais ça a été un long processus. Sûrement, puis j'ai bien hâte de tout savoir sur ce sujet. Puis là, avant tout, j'aime ça que les gens se présentent un peu pour savoir qui tu es. Qu'est-ce que tu faisais avant la coiffure? Pourquoi tu es dans la coiffure? Puis c'est quoi ton parcours en coiffure? Écoute, moi, dans la vie, j'ai été en coiffure en 2003. J'ai gradué en début 2004. Je m'en allais pas du tout coiffeur dans la vie. C'était même pas parmi les options. Okay. J'avais pas eu cette idée-là. C'est ma coiffeuse à l'époque. J'étais au cégep. OK. Puis j'allais me faire couper les cheveux. Puis ma coiffeuse à l'époque me dit il me semble que je te verrais coiffeur. Parce que j'y avais confié que j'allais arrêter le cégep. J'aimais pas tant ce que j'étudiais. Okay. J'aimais ça, mais pas assez. Okay. Puis elle me dit il me semble que je te verrais coiffeur. Fait que j'ai dit ah ouais. J'avoue que ça a l'air quand même cool, mais tu sais, en même temps... Je connais pas trop ça. Je savais pas trop, tu sais. Puis là, ça faisait 1 an et demi que j'étais au cégep. J'ai pris la décision d'arrêter. Puis là, j'étais hésitant à me réinscrire à l'école puis prendre encore la chance de pas aimer ça et tout. Fait que finalement, j'ai demandé, je dis, serais-tu game de me coacher, me montrer 2-3 trucs, tu sais, question de juste voir si j'aime le feeling d'être avec des clients, jouer dans des cheveux puis l'ambiance d'un salon. Puis elle m'a justement dit, ben écoute, Noël arrive, on cherche un assistant, puis en même temps, ça te permettrait de voir si t'aimes ça. Okay. Puis j'ai dit, OK. Puis j'ai fait le mois de décembre, dans le fond, qui est une des périodes les plus achalandées de l'année. C'est le bon moment pour savoir si t'aimes ça. Exactement. Fait que ça a été un super beau mois, en fait. J'ai trouvé ça vraiment intéressant, l'ambiance du salon, même si j'étais pas en train de coiffer, juste de voir la dynamique entre les coiffeurs, les clients, toute la mécanique d'un salon, comment ça marche. Fait que ça, c'était vraiment cool. Puis c'était super parce qu'il y avait un début de session qui commençait genre en février là, suivant ce mois de décembre-là. Okay. Donc, tu sais, tout de suite, après le mois de décembre, je me suis inscrit. Puis, j'ai fait 1 an de DEP, dans le fond. Ouais. Puis, en même temps, je travaillais au salon. Au salon, là-bas. En finissant l'école. OK. Donc, j'étais comme déjà assistant pendant que j'étais à l'école. Fait que quand je suis sorti de l'école, tu sais, j'avais comme beaucoup d'acquis dans le sens où je mettais tout de suite en pratique au salon ce que je voyais à l'école. Fait que c'était un bel avantage. Ouais, oui, clairement. Ouais. Puis après ça, c'est quoi ton parcours? Est-ce que tu as fait plusieurs salons? Est-ce que tu as toujours été à Montréal? Est-ce que tu as travaillé pour des compagnies? J'ai toujours été à Montréal. OK. Ouais. Quand j'ai commencé à travailler, j'étais sur le plateau. Tu sais, moi, j'ai grandi une bonne partie de ma vie sur le plateau. Puis, j'ai toujours été à distance de marche des salons où j'ai travaillé. Puis... Le premier salon où j'ai travaillé, pendant que j'étais à l'école, j'ai travaillé là pendant à peu près 1 an et demi. Ouais, à peu près 1 an et demi. Ensuite de ça, quand j'ai gradué, j'ai quitté. Puis je suis allé dans un autre salon qui était aussi sur le plateau. Puis après ça, je suis resté là pendant 2-3 ans. OK. Après ça, j'ai comme tout arrêté pendant 6 mois où est-ce que je suis parti pendant 3 mois en Asie, voyager avec mon sac à dos tout seul. Puis... Malade. C'est malade. C'est vraiment malade. En fait, une belle... ouais, c'est ça. C'était... T'en avais besoin. Ben, j'avais genre 21 ans, puis je me disais, tu sais, dans la vie, je trouve que je suis quand même jeune pour juste me dire, je fais du 40 heures semaine, je travaille pour payer des billes. Fait que j'avais juste l'envie de Mon Dieu. travailler pour vivre, pas juste vivre pour travailler. Ouais. Donc, ça a été ça. Puis quand je suis revenu, j'ai commencé à travailler dans un salon sur Laurier avec une ancienne collègue de travail qui avait ouvert ce salon-là. Puis j'ai été là pendant 3 ans. Puis après ça, j'ai décidé de devenir travailleur autonome. Okay. Donc à partir de 2010,
En 2010, je suis devenu travailleur autonome. J'ai loué ma chaise. Ça a super bien été. Là, je pense que j'étais prête. Là. Fait que, il n'y a pas eu de gros défis. Puis moi, je suis quelqu'un dans la vie qui est quand même assez organisé, qui est à son affaire. Quand je me donne des objectifs, je les atteins. Fait que c'était pas loin de ma nature d'être travailleur autonome. C'était quand même facile. C'est jamais facile, mais il y en a, je pense que c'est plus... Il y en a pour qui c'est plus inné que pour d'autres. Je suis d'accord. Donc, ouais. Puis, en parallèle, pendant ce temps-là, j'ai commencé à être éducateur aussi pour Goldwell, compagnie de coloration, entre autres. Je fais ça pendant 4 ans, jusqu'en 2015. Puis, 2011 à 2015 à peu près. Puis ensuite de ça, le projet de salon est arrivé en mi-2015, puis on a ouvert début de l'été 2016. Brossé. Oui, exactement, les Brossés sur Jean Talon dans le Myland. Puis j'ai travaillé là, gars. Oui, Éric on se connaît depuis quand même longtemps. Oui. Puis c'est un très beau salon. J'ai adoré travailler là. Puis vas-y, je te lâche. Fait que écoute, quand on a ouvert le salon, là, j'étais comme, c'est sûr qu'on peut pas tout faire en même temps. Fait que tu sais, gérer une entreprise, plus être 40 heures dans de la chaise, plus être éducateur, là, j'étais comme, OK, là, c'est too much, ça va. Là. C'est un peu trop. Fait que finalement, tu sais, j'ai comme délaissé un peu le côté éducation. En fait, moi, en tant qu'éducateur pour une compagnie, tu sais, je continue toujours de prendre l'éducation, mais en tant qu'éducateur, j'ai arrêté ça. J'ai jamais fermé la porte à ce que ça revienne dans ma vie, mais à ce moment-là, j'étais comme, tu sais, faut que je priorise quelque chose, puis c'était l'entreprise avant tout, tu sais. Donc, voilà, le projet de salon a commencé en 2016, puis ça va super 2016? Bien depuis. Ouais. Mon Dieu, ça fait 7 ans. Hein? En juillet, ça va faire 7 ans. C'est fou, c'est fou. Puis, là, tu es propriétaire depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui t'a amené, mettons, à vouloir avoir ce challenge-là d'avoir ton salon? Est-ce que ça a toujours été un de tes objectifs en tant que coiffeur? Ouais. Ben, objectif... C'était pas un objectif qui était clair, dans le sens où je me suis jamais dit, tout comme je me suis jamais dit que j'allais être coiffeur, je me suis jamais dit, un jour, je veux mon salon. Okay. Je me suis jamais dit ça, mais j'ai jamais été fermé à aucune option. Ouais. Fait que je me suis dit, tu sais, peut-être qu'un jour ça va arriver, puis si ça arrive, OK. Puis, tu sais, vient un temps, à un moment donné, où, je vais donner un exemple, t'es locataire dans un appartement, tu sais, puis... Là, à un moment donné, ça fait longtemps que t'es là, puis les armoires de cuisine te gossent, puis le plancher te gosse, puis tu sais, t'as le goût de rénover ton appartement, puis tu te dis, ben, crime, c'est pas chez nous, t'es peut-être dû pour t'acheter un condo, tu sais. Ben, moi, au fil des années, tu sais, on va dire, j'ai parti le salon sur le tard, là, ça faisait déjà plusieurs, tu sais, en 2016, j'étais coiffeur depuis 2003-2004, mais pendant toutes ces années-là, moi, j'ai regardé les propriétaires de salons où je travaillais. Je les regardais aller, j'observais. Tu sais, je voyais les bons coups, les moins bons coups, ce que peut-être moi, j'aurais fait différemment, ou ce que je me disais, hey, ça, c'est vraiment bon, c'est une bonne idée. Tu sais, j'ai tout mis ça dans mon coffre à outils, puis à un moment donné, je travaillais dans un salon où est-ce que, là, tu sais, j'avais plus d'expérience, tu sais, puis mon bagage me permettait des fois de juste me dire comme, hey, peut-être ça, j'aurais fait ça différemment, tu sais. Mais tu sais, je suis pas dans mon salon, tu sais. Ouais, non, c'est ça. Fait que là, je t'ai rendu à un point, ben, tu sais, justement, si je suis tout le temps en train de regarder les autres puis dire comme, ah, peut-être ça, j'aurais fait ça d'une autre façon, ben, peut-être que je suis dû pour avoir mon salon, tu sais. Fait que c'est un peu comme ça que c'est arrivé. Puis, ouais. C'est génial. Moi, on dirait, tu sais, souvent, moi, on me pose la question, puis moi, je dis toujours ce que ça va, ben, en fait, je le sais pas parce que je l'ai pas vécu, mais j'ai l'impression que je suis pas rendu là parce que j'ai l'impression que ça va me tuer un peu ma passion. Parce que, tu sais, gérer une entreprise puis être coiffeur, c'est pas... C'est deux choses. C'est deux choses, c'est ça. C'est complètement deux choses. Je sais pas, tu sais, c'est ça. Je pense pas que je suis rendu là, mais est-ce que je suis ouvert? Peut-être. Mais pour l'instant, je suis juste comme... Tu sais, moi, ce que je peux dire, c'est comme... Si tu me demandais qu'est-ce qui te manque le plus depuis que tu as un salon, là, ou depuis que tu allies que tu portes plusieurs chapeaux, là, l'entrepreneur, le coiffeur, bon, je te dirais c'est le temps. Ouais, c'est sûr. Tu sais, on dirait genre que les journées, les semaines passent tellement vite. Tu sais, la semaine commence le mardi, puis tu fais comme, ah, on est déjà rendu vendredi, puis demain c'est la fin de semaine. Puis là, tu as des choses à faire pour l'entreprise. Exactement, tu sais, c'est le temps. Puis, tu sais, je m'en viens meilleur, mais
tu sais, le premier 2 ans là, qu'on a ouvert le salon, tu sais, tu te dis à un moment donné, OK, là, j'ai besoin de prendre une semaine de vacances, 2 semaines de vacances, puis t'es en vacances, mais t'es jamais vraiment en vacances. Non, parce que t'es tout le temps en train de penser, tu sais, OK, les filles au salon vont-tu manquer quelque chose? Est-ce que, tu sais, ils ont tout est beau, si le feu pogne, peuvent-tu me rejoindre? Tu sais, oui, toutes ces choses. Il y a tout le temps une petite préoccupation dans ta tête qui fait que la switch est jamais à 100% off. Non, c'est peut-être à 90%. Peut-être que quand j'ai ouvert le salon, elle était à 50% off, là, elle est peut-être à 80%, mettons. OK. Fait que je me dis peut-être que dans 3-4 ans, je vais réussir à me rendre à 100 pour une couple d'heures. Mais c'est sûr que c'est normal, je pense, là, est-ce que ça... Tu sais, puis je pense qu'on le sait au fond de nous que oui, ça va fonctionner. Tu sais, tout va bien aller. Oui. Mais c'est correct d'être alerte. Oui. Même en vacances. Mais tu sais, moi, j'ai pas de salon de coiffeur, puis c'est comme... Je suis en vacances, puis je pense quand même à des affaires. Ben oui. Parce que, regarde, des coiffeurs... Puis tu sais, on y pense, pas juste parce que c'est le travail puis c'est des insécurités. Des fois, c'est juste parce que c'est une passion qui nous habite, puis on y pense parce qu'on aime ça. Ouais, c'est comme normal d'y penser, c'est comme ça fait partie de nous en fait. Ben non seulement ça fait partie de nous, puis tu sais, je veux dire, c'est sûr tu vas être d'accord. Je veux dire, si on organise un événement entre coiffeurs, un souper de Noël ou juste un petit get together pour le fun, même si on n'est pas en mode travail, on finit tout le temps qu'on parle de job. Puis c'est pas négatif, c'est juste on aime ce qu'on fait, puis ça fait partie de la vie. C'est on va dire la réalité de coiffeur. Ouais. Puis là, aujourd'hui, j'avais envie... Je t'ai amené ici pour qu'on puisse parler de comment t'as créé ta ligne de produits. Fait que toi puis Alex, vous êtes deux là-dedans. Ouais. Et c'est quoi où est venue l'idée d'avoir votre propre ligne de produits capillaires? Écoute, tu sais, autant je te disais tantôt que, tu sais, ça m'est jamais passé par l'esprit vraiment de façon concrète, je veux un salon à tout prix. C'est la même chose. Non, mais ça, c'était un peu plus clair que dès le début de ma carrière, tu sais, j'aimais ça, toucher, puis jouer avec plein de produits, puis essayer, puis comprendre. Puis, tu sais, moi, je suis la personne qui lit les ingrédients, puis qui va aller googler chacun des ingrédients pour comprendre c'est quoi le rapport, pourquoi que c'est là-dedans, puis qu'est-ce que ça fait, tu sais. Puis, j'ai toujours eu ce petit côté un peu geek, nerdy, scientifique, tu sais, je suis comme ça. Puis, l'espèce de côté chimie de la chose, je trouve ça super intéressant. Puis, je me suis tout le temps dit, peut-être que ça relevait un peu plus du fantasme professionnel parce que je me disais, ça doit être tellement compliqué. Mais je me suis tout le temps dit, hey, un jour, ça serait le fun, tu sais, de starter ce genre de projet-là. Puis, autant que ça restait justement de l'ordre du fantasme, à un moment donné, quand on a ouvert le salon, tu sais, quand tu te pars en business, là, tu fais comme, tu as une liste de projets, puis tu rêves, puis c'est important. Puis, tu rêves sans trop te mettre de contraintes, puis te dire, ah ouais, mais tu sais, faut rester raisonnable et tout, tu sais. Fait que nous, tu sais, on s'est dit, ben regarde, on part un salon, on part une ligne en même temps, hein? Fait que ça va comme tout ensemble. Fait que... non. Fait qu'on a parti le salon, puis écoute, je pense que ça faisait même pas 1 an qu'on était ouvert. Là, on commençait à regarder c'est quoi le processus, comment ça fonctionne et tout. Puis... on s'est vite rendu compte que c'était peut-être un petit peu beaucoup en même temps parce que je veux pas, tu sais, tu pars d'une entreprise, souvent tu as rattaché à ça un pré-entreprise, tu sais, fait que, bon, là... Plein de choses qui viennent avec. Exactement, fait qu'on s'est dit, regarde, mettons ce projet-là sur la glace, on ferme pas la porte, mais on ferme la porte pour l'instant. On le met sur la tablette, puis on y revient plus tard, puis ça va juste nous permettre de se connaître plus en tant qu'entrepreneur, puis sur ce qu'on veut déjà en gérant l'entreprise du salon. Puis peut-être que le projet, comme on l'imaginait pour les produits en 2016, et ce qui est devenu en 2020, ça a été sûrement 2 choses complètement différentes, tu sais, parce qu'on avait notre expérience, tu sais. Donc, on a mis ça sur la glace, puis on y est revenu en 2020, pendant la... pandémie. Première vague de fermeture. Là, quand T'avais le temps. Oui, on avait du temps. On n'avait pas d'argent, mais on avait du temps. C'est ça. Temps de rassembler toutes les idées. Puis, exactement. Fait que, tu sais, au début de la pandémie, c'est ça, on a été fermé. Au début, on ne savait pas combien de temps qu'on allait être fermé, mais ça finit par être 3 mois consécutifs la première fois.
Fait que là, tu sais, on avait rien que ça à faire, là, du temps. On avait rien que ça, du temps. Fait que tout ce qu'on avait à faire, c'était penser, se trouver des projets, faire des gâteaux puis du pain. Là. Fait que C'est ça. ça, j'en ai fait beaucoup. Mais ouais, écoute, c'est né plus sérieusement pour la première fois pendant la pandémie. OK. Ouais. Puis est-ce que vous aviez une idée déjà de quel type de produit vous vouliez? Est-ce que, tu sais, les fragrances, les ci, les ça, ou c'est juste venu avec le processus? Oui. Dans le sens, oui puis non. Mhm. Dans le sens où on n'avait pas une idée précise sur chacun des produits. Ouais. On n'avait pas une idée précise sur qu'est-ce que l'odeur allait être, ou qu'est-ce que le packaging allait être, ou le logo, ou le branding, peu importe. Mais on savait ce qu'on voulait pas. OK. C'est bon, ça. En général, parenthèse, tu sais, quand on a des clients sur nos chaises, des fois, on leur demande qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui dans vos cheveux? Ah, je sais pas, tu sais. Les clients, en général, des fois, ils savent pas ce qu'ils veulent, mais en général, ce qu'ils veulent pas, ça, ils le savent. Oui, fait je suis d'accord. Ça fait juste illustrer à quel point c'est important de savoir aussi nos limites, tu sais, de connaître nos limites, puis jusqu'où on veut aller, puis ce qu'on veut pas dépasser. Donc ouais. Donc, on n'avait pas une idée super claire. C'est sûr qu'après ça, quand on est rentré dans le processus de façon un petit peu plus sérieuse, ça s'est dessiné assez vite. Mais ouais, globalement, au début, on était assez ouvert parce que c'est un domaine qu'on ne connaissait pas tant. On a appris beaucoup au fur et à mesure. Là. C'est comme tu construis l'avion pendant qu'il vole. Ouais. Puis, est-ce que, parce que là, la ligne de produit s'appelle État d'esprit. Oui. Et est-ce que dans ce 3 mois-là d'arrêt, est-ce que vous saviez déjà le nom ou pas? Ben, le nom, écoute, je peux pas te dire exactement quand est-ce qu'il est arrivé, mais il est arrivé au fil de longs brainstorms où est-ce qu'on disait ben des niaiseries. Mm-hmm. Puis tu sais, c'est... En même temps, on est tous le quétaine de quelqu'un d'autre, là. Je veux dire, moi, je trouve ça cool comme nom. Peut-être que quelqu'un d'autre va dire, ben voyons, c'est bien quétaine. Bon, en tout cas, pour moi, ça fonctionne très bien. Mais oui, tu sais, à force de brainstormer puis dire ben des choses, je brainstormais justement avec un de mes amis qui travaille en pub, puis Antoine, je le salue. On disait des trucs, puis là, finalement, je suis comme, hey, ça marche pas, je vais me coucher, on s'en reparle cette semaine, tu sais. Puis, je vais me coucher dans mon lit. Alex dormait déjà. OK. Je me couche. Puis là, je continue à penser à ça. Évidemment. Puis là, ça a popé, état d'esprit, that's it. Ah ouais? Simplement de même. OK. Hey, je me suis relevé. J'étais allé sur l'ordinateur, je l'ai écrit genre dans Word. Puis là, j'essayais des fonts puis tout, Ben oui, juste pour voir si visuellement ça pouvait marcher. Puis là, je me suis dit, hey, je pense qu'on l'a. Puis j'étais allé me recoucher, puis le lendemain matin, Alex s'est réveillé, puis j'ai dit, hey, je pense qu'on l'a. Puis c'est malade. Là, j'ai donné ça à notre designer graphique. C'est question qu'elle puisse jouer avec ça, tu sais, puis me donner un peu une idée de ce que ça pourrait être. Puis, le nom est arrivé de même, tu sais. Parce que moi, je me souviens quand je brainstormais pour le nom de mon podcast. Ouais. Puis tu sais, des fois, je trouve que c'est dur seul parce c'est comme limitant. Mais on s'auto-censure. On s'auto-censure dans la créativité, des fois. Puis tu sais, c'est comme, OK, là, je veux ce nom-là. Tu sais, t'as comme une idée, mais vu que c'est juste ta tête qui réfléchit, t'es pas capable d'aller plus loin, chercher d'autres mots ou concepts. Puis moi, j'ai eu un déclic à un moment donné aussi. Je me souviens pas trop, mais moi, quand j'ai vu le Instagram, parce que vous l'avez parti, là... Un mois. C'est ça. Puis j'ai vu, puis en fait, j'avais aucune maudite idée c'était quoi. Ouais. Est-ce qu'il est écrit produit en haut? Non, au début, non. C'est ça. Puis là, j'étais comme état d'esprit. Puis pour vrai, ce que je vais te donner mon feedback un peu de ce que j'ai eu en... Là, j'étais comme, OK, état d'esprit. Ben en fait, j'avais aucune idée c'était quoi, premièrement. Fait Mais je t'avais-tu... Comment t'as découvert la page? Ben c'est toi qui m'as envoyé. Ah oui, c'est vrai, je t'avais dit, va suivre la page, quelque chose s'en vient. Ouais, puis là, j'étais comme, OK, état d'esprit. Puis là, quand ça a commencé à publier, puis je trouve que c'est un nom de produit qui est insane parce que là, vous faites le lien de état d'esprit en tant qu'humain. Puis d'avoir des produits dans les cheveux, ben ça crée un état d'esprit.
En tout cas, je trouvais ça... Ben, je trouve que ton analyse est bonne parce que c'est pas loin de... Ok. Tu sais, si tu me demandais pourquoi ça s'appelle Ouais. comme ça, Eric, demande-moi donc pourquoi ça s'appelle comme ça. Pourquoi ça s'appelle état d'esprit? Bon, écoute. Vas-y. Non, écoute, la raison est assez simple. Tu sais, pour nous, en fait, les cheveux, au même titre que les vêtements ou le maquillage, c'est un moyen d'expression pour refléter un peu comment tu te sens à l'intérieur. Tu sais, Je suis d'accord. pour refléter ton mood, pour refléter ton état d'esprit. Puis les produits, ben, c'est tout simplement des outils qui vont t'aider à exprimer ton état d'esprit. Ouais, j'adore. Voilà. Mais c'est... moi, j'ai tout vu ça aller, puis j'étais comme, c'est juste insane. Fait que j'étais bien fier de vous autres de partir ça. J'étais comme, wow. Puis là, je suis comme, ça serait le fun de l'avoir parce que j'ai déjà eu des gens qui étaient comme, ça pourrait être le fun d'avoir quelqu'un sur le podcast de parler comment que... Parce que sûrement que comment je me sens, tu te sentais comme ça avant de commencer le processus. Puis j'étais comme, ça a l'air tellement compliqué, puis comme, je sais même pas par où commencer, puis est-ce que c'est possible de faire ça? Ça a l'air tellement gros. C'est gros. C'est beaucoup d'étapes. Non, c'est ça. C'est beaucoup d'étapes. Puis je pense que ça peut être vraiment intéressant d'expliquer un peu comment qu'on fait ça. Fait que, encore là, merci d'être là pour en parler parce que... puis le packaging, je sais pas si on le voit à l'écran, mais si vous nous écoutez sur Spotify ou Apple Podcasts, allez sur YouTube, on va vous montrer ça dans pas trop long. Exactement, ou sur le site web étadesprit.ca. Ouais. Puis je vais le mettre tout en info dans l'épisode, fait que ça va être un clic facile. Merveilleux. Puis, dans le fond, j'aimerais ça que... Là, c'est la question 4. Comment s'est déroulé le processus de tout ça? Je vais essayer de faire ça bref parce que ça pourrait être très, très long. Tu vas perdre des viewers à mesure que la vidéo passe parce que ça va être long. Mais écoute, pour rester comme concis puis quand même pratico-pratique concret, les étapes, premièrement, c'est de trouver, toi, en tant que créateur du projet, c'est quoi ta vision? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux pas? Puis après ça, de trouver des professionnels, c'est-à-dire, mettons, un manufacturier, un designer graphique, quelqu'un qui va t'aider aussi au niveau de la rédaction, puis qui vont comprendre ton concept, ton idée, puis qu'eux vont être capables de t'aider à l'amener à la vie. Tu sais, puis ça commence, c'est sûr, beaucoup avec le manufacturier, parce que c'est beau de faire des beaux produits, mais il faut que ce qu'il y a dans la bouteille soit aussi intéressant. Fait que, tu sais, pour nous... c'était de trouver un manufacturier qui comprenait notre vision, c'est-à-dire on voulait des produits, bon, évidemment, qui étaient canadiens, qui étaient faits ici. On voulait des produits qui étaient qu'on aurait la possibilité de certifier PETA. Puis dans un monde idéal aussi vegan. Donc, on est vraiment content parce qu'il y a 7 produits sur 8 qui sont... Ben, les 8 produits, toute la gamme est et sera toujours PETA. Mais il y a 7 produits sur 8 qui sont véganes. Okay. Le seul qui ne l'est pas, c'est parce qu'il contient du miel à l'intérieur. Okay. Mais sinon, tous les autres le sont. Et puis, fait que c'est ça, c'était de trouver un manufacturier qui comprenait notre vision, qui comprenait que pour nous, le critère numéro 1, au top de la liste, c'était des produits qui fonctionnent bien, qui sont performants, qui sont simples d'utilisation, puis qui ne sont pas intimidants pour la cliente à la maison ou le client, ou peu importe. Ouais. Puis, c'est quoi ce... Parce que là, j'essaie de voir... Admettons, comment vous avez fait pour trouver un manufacturier? Ouais. Comme... Ben là, écoute, c'est ça. Quand tu sais comme pas trop, là, parce que nous, on cherche, on se demandait, OK, on commence comment? Il faut trouver un manufacturier. Tu trouves ça comment, un manufacturier? Tu sais? Mais tu vas sur Google. Puis, tu vas sur Google, puis après ça, tu sais, c'est sûr qu'il y a certains keywords que tu peux chercher. Puis là, tu sais, ça va sortir. Puis moi, tu sais, lorsque tu tombes sur le site d'un manufacturier, tu sais, la page que souvent, on va pas vraiment lire à propos de nous, là, ben, c'est là, cette page-là prend son sens parce que c'est là que tu vas découvrir les valeurs de l'entreprise, leur mission, leur spécialité, ce qu'ils font ou ce qu'ils font pas, tu sais. Puis nous, en fait, on en a trouvé un qui correspondait en tout point à ce qu'on cherchait. Puis fait qu'on l'a contacté. Puis ce qui était important aussi pour nous, c'est de trouver quelqu'un qui acceptait au début, je dis quelqu'un, mais un manufacturier, qui acceptait au début de travailler en plus petit lot.
Tu sais, nous, on n'est pas une multinationale qui va, tu sais, dans ta première commande, commander 1,5 million de bouteilles de shampoing. Tu sais, je veux dire, il faut commencer quelque part. Oui, je suis d'accord. Donc, c'est ça. C'était de trouver quelqu'un qui acceptait de faire de la formule custom tout en travaillant en petits lots pour commencer. Fait que ça, c'était un pas pire défi parce que on en a checké plusieurs, mais c'était tout le temps, ben écoute, il va falloir avoir une quantité de commandes minimum de 50 000 ou tu sais, des trucs comme ça. 50 000 par produit, genre? Par SKU. Fait que tu as 8 produits fois 50 000, ça fait beaucoup de produits. Oui. Et beaucoup de sous. Oui. Donc, c'est ça. Ça, c'était le plus gros défi. On a trouvé. Ils ont embarqué avec nous. Okay. Puis, bon, t'es pas sans savoir que dans le domaine de la création cosmétique, que ce soit cheveux ou skincare, tu sais, il y a deux avenues en général qui sont possibles, que ce soit le private label. Private label, souvent, ben, ça va être un manufacturier qui a un portfolio de formules déjà préfaites qui fonctionnent bien, tu sais. Ouais. Puis, dans le fond, toi, tu mets ton label dessus, mais il n'y a rien qui te garantit que tu n'as peut-être pas le même produit que le voisin d'à côté. Ouais. Nous, on voulait pas ça. on voulait l'option qui coûte plus cher, qui est plus compliquée. fait qu'on a fait des formules qui sont 100% sur mesure. OK. Donc, ce produit-là, tu le trouveras pas avec une autre étiquette ailleurs. Okay, cool. C'est notre produit, c'est pour nous. Mais je pense que j'aurais fait la même chose. Ben, tu sais, je me suis dit, tant qu'à le faire, on le fait pour vrai. Ouais. Mais c'est comme quand tu vois des trucs mettons, sur Instagram, Facebook, puis comme tu vois clairement qu'ils ont utilisé Canva, là, tu sais. C'est pas la même affaire, mais ben oui, je comprends. C'est comme, c'est poche de voir la même bouteille que toi, mais avec un autre logo. Fait que j'aurais fait sûrement la même affaire. Donc ouais, on a commencé comme ça. Trouver le manufacturier. Puis après ça, plus concrètement, lorsque on c'est eux qui s'occupent des ingrédients puis tout? Oui, écoute, là, nous, c'est sûr que lorsque on se dit parfait, on fait affaire ensemble, on voit les choses de la même façon, on s'en va dans la même direction, on s'entend. Bon, là, c'est concrètement budget, qu'est-ce que c'est vos produits, tu sais. Puis là, en fait, c'était comme, j'y relançais la question parce que je disais, OK, ben, tu sais, c'est quoi un budget réaliste? C'est-tu 20 000 ou 1 million? Je ne sais pas. Donc, puis avec un budget X, je peux me permettre peut-être de faire combien de produits? Est-ce que tu me demandes d'en réfléchir 5, 8, 10, 2? Donc, tu sais, lui, il nous a feedé un peu là-dessus. Pour savoir un peu vers quoi. Exactement. Puis là, il nous a dit, regardez, je vous donne pas trop d'informations, faites juste... Donnez-moi votre line-up de produits idéal. Tu sais, mettons, ça serait quoi dans un monde idéal, puis on va voir si on peut le faire fonctionner dans le budget. Donc, on est arrivé avec ces 8 essentiels-là pour nous. Puis, à partir de là, il y a quelques produits qui ont changé en cours de route, mais l'essentiel, c'était pas mal ça. Fait qu'il nous a dit, écoutez, je pense qu'on peut le faire fonctionner. Va falloir peut-être stretcher le budget un petit peu, mais c'est pas irréaliste. OK. Donc voilà. Et puis, à partir de là, eux, ils nous ont demandé, parfait, vos 8 produits A, B, C, D, on veut savoir qu'est-ce que ça fait, comment tu l'utilises en tant que coiffeur, comment tu l'utilises en tant que client, c'est quoi les instructions. C'est quoi les attributs que tu veux que le produit ait? Est-ce que tu veux que ça lisse, que ça frise, que ça contrôle les frisottis, que ça soit anti-humidité? Name it, tu veux qu'il fasse quoi ton produit? Puis après ça, tu choisis les ingrédients. Puis à la suite de ça, je suis tellement comme je comprends. Lui, il part avec cette espèce de petite liste d'épicerie-là, puis il va développer une première formule. Mais c'est sûr que la discussion des ingrédients a lieu aussi à ce moment-là, dans le sens où moi, j'ai dit... Je dis, tu sais, vos chimistes en laboratoire, c'est eux qui sont compétents, mais, tu sais, c'est sûr qu'on veut, idéalement, un produit qui est le plus clean possible sans sacrifier la performance. Tu sais. Après ça, si tu décides de mettre une huile plutôt qu'une autre, si toi, tu juges en tant que manufacturier que c'est la meilleure chose pour ce qu'on a besoin, mais moi, je te fais confiance. C'est ton domaine, c'est pas le mien. Donc, c'est sûr que moi, étant, comme je disais tantôt, une personne quand même curieuse et qui lit beaucoup, c'est sûr que j'avais quand même fait mes petites recherches sur le web avant. Puis, tu sais, on travaille avec des produits à semaine longue. Fait que je sais un peu
Vers où tu voulais t'en aller. Exactement. Donc, tu sais, on lui a donné toute cette information-là, puis lui, il est parti avec ça. Puis là, éventuellement, eux, ils vont développer un premier prototype. La version 1 du shampoing, la version 1 de l'après-shampoing, la version 1 du primer, de la pâte, etc. Puis là, ces versions-là, eux, ils vont les tester. Une fois qu'ils les testent, ils nous les envoient. OK. Nous, on va les tester en salon pendant des semaines sur des petits cheveux, des gros cheveux, des cheveux courts, des cheveux longs, des cheveux gris-choux, des cheveux gras, des cheveux secs, tu sais, tous les types de cheveux. Puis à toutes les sauces, on fait volontairement exprès pour en mettre un peu trop dans les cheveux pour voir est-ce que le cheveu est capable de le prendre. On fait exprès pour voir si j'en mets pas assez, est-ce que je suis quand même capable d'avoir un résultat. Tu sais, parce que ça va arriver qu'à la maison, une cliente va en mettre trop ou une cliente en mettra pas assez. Est-ce qu'elle est quand même capable d'avoir un résultat ou non? Tu sais, je pense entre autres à un des produits, à un moment donné, pour surfer sur ça, c'était super bon, mais c'était dangereux à utiliser parce qu'il était trop concentré. OK. J'ai dit, là, il y a trop de marge d'erreur avec ce produit-là, dans le sens où le client en met un peu trop, c'est fait, il faut qu'il se relave les cheveux. Fait que là, je suis comme, dilue le produit. C'est sûrement une huile, genre? Non, c'est la crème de mise en pli, qui a de l'huile dedans, entre autres. Mais tu sais, là, le produit était trop concentré. Fait que, tu sais, quand on regarde la liste d'ingrédients, puis que le premier ingrédient, c'est eau, je suis comme, mets-en un peu dedans, parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. OK. Fait que, tu sais, ça, c'est le genre d'ajustement qu'il faut que le produit... T'en as-tu eu beaucoup d'ajustements? Ben, ça dépend des produits. Il y a certains produits qui, après 2-3 versions, on l'avait. OK. Puis il y a certains produits, ça a pris 12 essais. Ah, quand même. Mais c'est pas que, genre, jusqu'à 11e essai, c'était pas bon. Là. C'était juste comme, hey, c'est bon, mais je prenais une petite affaire de plus. Tu sais, on est dans le fine-tuning. C'est vraiment ça. Donc ouais, voilà. OK. Donc, tu sais, développer les formules, c'est vraiment, c'est des allers-retours comme ça. Là. C'est une petite partie de ping-pong où est-ce que nous, on reçoit une version, on la teste pendant des semaines, on prend des notes sur tel type de cheveux, tel type de cheveux, tel type de cheveux, ça a fait ça c'était bon, c'était trop gras, c'était trop sec. On leur donne tout ça, eux, ils ajustent la formule. Okay. Une fois qu'ils ont ajusté la formule, ils nous la renvoient, ajustée. On teste, jusqu'à temps qu'on arrive au résultat qu'on veut. Ouais, puis à un moment donné, on dit, hey, je pense qu'on l'a. C'est quand même excitant. Ouais. Puis là, à partir du moment où on l'a, eux, ils vont faire des tests de stabilité au niveau de la formule pour s'assurer que ça résiste bien au chaud, au froid, aux bactéries, tu sais, tout ça. Là, parce que veux pas quand tu mets, mettons, ta main dans un pot de masque, ta main n'est peut-être pas nécessairement tout le temps propre. Tu veux t'assurer que le produit ne sera pas contaminé puis qu'il ne va pas se gâcher avant que tu aies eu le temps de l'utiliser. Ouais. Donc, tu sais, eux, ils font tous ces tests-là. Puis, une fois que les tests sont faits, eux, ils sont prêts à rentrer en production. OK. Puis là, il faut que tu aies fait déjà tout ton design de comment tu veux. Mais là, ça c'est l'aspect produit. Ce qu'il y a dans la bouteille. Là, après ça, c'est tout l'aspect, les contenants, l'étiquette. Ça, c'est avec eux? Ou non, ça, c'était notre designer graphique qui a fourni après ça tout le matériel pour qu'eux envoient ça à l'impression, mettre les étiquettes sur les bouteilles. OK. Ouais. Mais les bouteilles, c'est là-bas. C'est au manufacturier. Oui, mais tout l'esthétique. Oui, exactement. OK. Ouais, ça, c'est pas eux. Ils offraient ce service-là, mais nous, on tenait à faire affaire avec quelqu'un de Montréal qui pouvait s'en occuper puis qu'on connaissait, en qui on avait confiance. Ça a été long, le branding? Oui puis non. Ça n'a pas été si long que ça. Dans le sens où notre designer, lorsqu'elle a pris le contrat, elle a commencé par nous présenter un mood board. Mm-hmm. Suite à des discussions qu'on a eues avec elle, elle nous a présenté un mood board de ce qu'elle pensait qui pouvait fonctionner. À partir de ce mood board-là, nous, on a dit « Ah oui, ça fonctionne bien, ça peut-être un petit peu moins. » Puis le mood board, c'était autant visuel que les palettes de couleurs, la typographie. Est-ce qu'on veut quelque chose qui est super fluide, qui est plus structuré? Donc, on a comme filtré le mood board pour essayer de le rendre un peu plus concis, le peaufiner. Puis, à partir de là, elle est partie de son côté, puis elle a fait 2 propositions. Okay. 2 images de marque complètement différentes. Donc, celle-là, qui a évolué, et une autre que personne ne verra jamais. Moi, je la vois, je l'ai, mais c'est tout. Puis, à partir de
une des 2 propositions, elle, après ça, décline la proposition pour les 8 produits. Elle va peaufiner un peu. Puis, tu sais, il y avait certains éléments de l'autre proposition qu'on a repris dans la proposition qu'on a choisie parce qu'on aimait ça. Fait que c'est un espèce d'hybride entre les deux, finalement, mais qui est peut-être un petit peu plus vers une que vers l'autre. Ouais. OK. Puis, y a-t-il d'autres choses? C'est sûr qu'il y a plein d'autres choses dans ce processus. Ben oui, après ça, il y a toute l'approbation des produits par Santé Canada. Ça, c'est une autre étape. Ça doit être... Ben, c'est pas intense, c'est juste beaucoup de paperasse qu'il faut remplir. Après ça, il y a toute la certification PETA. Ouais. Parce que, tu sais, la certification PETA, c'est pas que le produit fini qu'il faut qu'il soit pas testé sur les animaux. C'est tous les composants qui rentrent dans ton produit. Ouais. Tous les ingrédients. Donc, c'est quand même dur à obtenir quand même, je pense. Ben c'est un long processus, puis PETA, c'est un organisme à but non lucratif. Fait que c'est pas genre, t'achètes ta licence, si tu payes puis tu vas l'avoir. Non. Tu sais, eux, tu leur envoies les produits, tu leur envoies les listes d'ingrédients, qu'est-ce qu'il y a dedans, puis c'est eux qui décident, après analyse, si tu as ta certification ou non. Puis, tu vois, moi, quand on a envoyé le dossier, j'appliquais pour PETA. Puis c'est eux qui nous sont revenus en nous disant ben félicitations, vous qualifiez pour 7 produits sur 8 pour mentionner qu'ils sont aussi véganes. OK, nice. Fait que j'étais comme cool. Donc mais ça, ils travaillent pour les gens qui veulent. C'est comme ils font pas juste OK, c'est PETA qui veulent, mais ils sont allés plus loin. Fait que c'est quand même le fun. Ouais. Donc c'était quelque chose qui était quand même le fun d'avoir comme un dossier, les 2 trucs sont réglés. Là. Mm-hmm. Donc, ça aussi, c'était un autre dossier qui était quand même long à gérer, mais... C'est le processus, ça a été combien de temps, mettons, dès que vous avez commencé avec les manufacturiers? C'est la première étape, dans le fond? C'est trouver ton manufacturier. Ouais. Bien, évidemment, le design. Les autres se fait en parallèle aussi. Là. Puis ça veut dire que, mon Dieu, ça va, combien de temps du début à la fin? 3 ans. Écoute, il y a une pandémie qui est arrivée entre les deux. Mais en fait, la pandémie n'a pas tant... c'est pas la pandémie qui a retardé le processus. Je te dirais que c'est plus le fait qu'il y avait, ça c'est mondial, là, les problèmes sur des chaînes d'approvisionnement. Ouais. Nous, s'il n'y avait pas eu la pandémie qui avait eu des effets sur les chaînes d'approvisionnement, on aurait probablement lancé ça il y a 1 an. OK. Il y a 1 an. Le problème, c'était principalement dû au contenant, aux bouteilles, les bouchons et tout. Tu sais, je vais donner un exemple super simple. Les bouteilles de shampoing, ça prend un bouchon dessus. Mais tu sais, là, le manufacturier avait reçu les bouteilles, mais il n'y avait pas les bouchons parce que c'était en rupture de stock ou tu sais, c'était pogné quelque part dans le monde. Là. Ouais. Fait que là, à cause de ça, ben lui, il peut pas entrer en production. Là. Faut qu'il mette des bouchons sur ses bouteilles. Ben oui, c'est ça. Fait que tout ça a comme retardé. Puis après ça, c'était autre chose qui manquait. Une pompe, un sprayer. Fait que c'est ça qui a beaucoup retardé parce qu'initialement, c'est ça. On aurait lancé il y a 1 an. Puis finalement, nous, on a reçu les produits en janvier. J'aime ça. Puis là, on va continuer sur une autre question. Oui. Je t'avais dit que ça pouvait être long. Oui, c'est correct. Puis ben là, les challenges, on en a parlé. La question, c'est quoi qu'on devrait savoir quand on veut se lancer dans ce processus-là? Mais je pense que il y a beaucoup de choses, je pense. Il y a beaucoup de choses, mais en gros, c'est que tu as beaucoup de reality check dans le processus. Parce que toi, tu t'imagines, genre, je pense à des gammes comme Oribe ou Way ou Kevin Murphy, tu regardes leurs bouteilles. Non, Oribe, c'est un petit peu plus fancy leur bouteille parce qu'il y a vraiment un moule fait avec un logo d'incrusté dans le plastique. Mais si on pense à Kevin Murphy ou Way, qui sont des bouteilles super simples, là, mais tout ça, c'est custom. C'est pas genre disponible at large. Ouais. Puis un moule custom pour faire une bouteille custom, c'est des milliers de dollars. Puis le manufacturier qui accepte de te le faire, il veut que ton moule t'en commande pour la peine. Il veut que tu commandes 50 000 bouteilles, 100 000 bouteilles, 200 000 bouteilles. Fait que là, tu fais comme, oh, OK. Fait que le reality check, il vient vite parce que moi, au début, j'étais comme, mais là, j'aimerais ça qu'on ait une bouteille comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Puis finalement, t'es comme... Puis finalement, on va y aller simple. Hein? Tu fais comme, la bouteille va être simple, mais on va mettre une belle robe dessus. Et voilà. Puis ça fonctionne. Ça fonctionne. Quand on regarde des compagnies comme Aesop, qui fonctionnent super bien, super beau produit, super bon produit, ta bouteille Aesop, là,
Il n'y a rien de plus simple. C'est archi simple. Ouais. Mais ça fonctionne. Ouais, c'est ça. Puis c'est, je trouve, un super bon exemple qui démontre à quel point des fois, tu n'as pas besoin de te casser la tête à rentrer dans des idées de folie puis du design à pu finir pour faire quelque chose qui marche. Somme toute, quand je regarde nos produits, c'est assez simple. On n'a pas réinventé la roue là, ici. Mais ça fonctionne. Ben, c'est ça. Puis c'est correct comme ça aussi. Oui, exact. Ben, c'est sûr que c'est ça, le reality check, c'est sûr que ça vient avec des montants d'argent. Oui, puis tu sais, un autre reality check, à un moment donné, tu sais, nous, évidemment, on voulait éviter autant que possible des emballages secondaires. Emballage secondaire, c'est ce qui n'est pas l'emballage primaire. L'emballage primaire de ça, ben, c'est la bouteille, puis c'est tout. Ouais. Ça, tu as des emballages secondaires parce que tu as l'emballage principal qui est le produit. Ouais. Puis la boîte, c'est un emballage qui est superflu. Ouais. On voulait évidemment pas avoir à faire ça parce que ben, c'est de la matière qui est créée inutilement, puis ça a le potentiel de finir dans un dépotoir, si c'est pas dans le recyclage. Mais là, ce qui arrive, c'est que là, Santé Canada exige un certain nombre d'informations sur tes étiquettes. OK. Puis ça va aussi loin que la grosseur du caractère pour ta liste d'ingrédients ne doit pas être plus petite que 2 mm ou, tu sais, doit couvrir, mettons, 25% de ton étiquette. Tu sais, c'est tout est légiféré, puis il y a des normes pour tout, là. Ouais. Fait que tu peux pas juste faire comme, ah, ben oui, mets ça de même, puis compacter un peu plus, puis ça va rentrer. Non, puis... non. Ce qui fait que là, on se rendait compte qu'au final, ben, il n'y a pas assez de place sur l'étiquette pour mettre toute l'information qu'on est légalement obligé de mettre. Fait que là, c'est pour ça fait qu'on est obligé d'avoir une boîte, tu sais. Fait que tu fais comme, bon, OK. Il y en a combien? 3 sur... Il y a 3 produits qui ont des boîtes. Mais, tu sais, on a quand même voulu faire un produit que, s'il est pour avoir une boîte, ben on va s'arranger pour que la boîte soit le plus clean possible. Fait qu'elle est faite en fibre de papier recyclé. OK. Puis l'encre, c'est de l'encre végétale. Fait que ça, tu peux mettre ça dans le compost. Puis c'est vraiment comme... Ça va bien. Clean. Ouais. C'est bon pour l'environnement. Exact. Mais en fait, ça nuit pas à l'environnement. Oui, c'est ça. On va dire ça de Puis même. là, on va parler un peu des produits. C'est quoi qu'il y a dans la ligne? Écoute, c'est des essentiels. On est allé avec une approche, je vais le dire en anglais, une approche de best-sellers. Tu sais, des essentiels où est-ce que on sait que, tu sais, on le voit, là, ce qui fonctionne bien en salon, puis en général, tu sais, même si tu as un inventaire de 60 produits, c'est tout le temps les 10 mêmes à peu près qui sortent le plus. Tu sais. Fait qu'on s'est dit, on va créer une ligne de produits que les gens vont avoir besoin. Tu sais, ce produit-là, tu en as besoin. Ça, c'est un autre essentiel, tu en as besoin. Pas un produit qui a un besoin tellement spécifique que c'est une cliente sur 50 qui va peut-être en avoir besoin. Ouais. Donc, shampoing, après shampoing, hydratant, super nourrissant, super hydratant, aucune lourdeur. Ça, c'est un feedback qu'on reçoit beaucoup des clients depuis qu'ils les utilisent. C'est à quel point c'est pas alourdissant. Il y a beaucoup de clients aussi qui nous disent que, ben, évidemment, ça ne rend pas les cheveux gras, mais qui sont capables d'espacer leur shampoing des fois une journée de plus. Cool. Donc, il va vraiment aider comme à purifier le cuir chevelu en plus. Fait que ça, c'est quand même cool. Ensuite de ça, on a le masque réparateur pour les cheveux qui sont un petit peu plus abîmés, surtraités chimiquement, qui ont besoin d'un peu plus de protéines. Je pense à tous les clients qui vont faire balayage, mèche, décoloration. Voilà. L'idéal. Puis, juste pour revenir au duo shampoing après shampoing, pourquoi on a comme ciblé l'hydratation en premier? Ben, c'est parce que de nos jours, tout le monde se lave trop les cheveux. On a tous les cheveux un peu trop secs ou le cuir chevelu un peu trop sec. Fait que, de par nos modes de vie. Fait on se disait, ben ça va convenir à beaucoup de gens. À la place d'avoir comme plein de shampoings différents. Ben, tu sais, éventuellement, tu sais, on vendra pas de punch, mais c'est sûr qu'on a des idées pour la suite. Là. Tu sais, comme je disais, on veut pas devenir une super grosse ligne avec 60 SKU, mais tu sais, il y a des trucs qui vont s'en venir éventuellement pour compléter nos essentiels, tu sais. Fait on a commencé par cet essentiel-là, puis éventuellement, il y aura autre chose. Donc, shampoing revitalisant masque. Ensuite de ça, on a un primer, une base coiffante. Produit universel, c'est le premier produit que tu utilises en sortant de la douche. Tu vaporises, multibénéfices, ça protège la chaleur, antifrisottis, hydratation, réparation.
Donc, fait tout, dans le fond. Oui, puis c'est un produit qui est, somme toute, assez léger, c'est comme une espèce de lait, ce qui fait que pour la cliente ou le client qui veut pas nécessairement utiliser plein de produits dans ses cheveux, mais qui veut juste apporter un petit soin, c'est l'idéal. tu peux utiliser juste ça, puis bien t'en tirer, ça va fonctionner. Donc, on a ça. Ensuite de ça, on a la fameuse crème de mise en pli, Blow Dry Cream, qui est vraiment cool parce que non seulement elle est hydratante, elle va vraiment lisser les cheveux, contrôler les frisottis, mais elle donne du corps, elle n'est pas alourdissante. OK, cool. Fait que quelqu'un qui veut un brushing un peu bouncy, ça va bien le faire. Donc, on a ça. Ensuite de ça, on a la brume de protection thermale, qui est un essentiel aussi pour n'importe qui utilise la chaleur dans ses cheveux, c'est-à-dire faire friser, faire plat, whatever. Donc, vaporisation sur cheveux secs, on utilise nos outils, les cheveux sont protégés, puis en même temps, ça va donner de la brillance. Donc, ça, c'est bien. Et puis, on a 2 produits un peu plus texturisants. Un Sea Spray qui est un spray salin, en fait, qui est sans sel, donc il ne va pas aller assécher le cheveu. Mais ça donne la Puis texture. en plus, il va être hydraté. Donc, ouais, il y a de l'hydratation dedans. Donc, c'est vraiment... C'est comme le contraire, j'aime ça. Oui, ouais, exact. Ouais, c'est comme comment on peut obtenir le look un peu beach wave. Mais pas trop sec. Pas trop sec, exactement. Tu sais, que les cheveux gardent un peu de satin, un peu de brillance quand même. Donc, on a ce produit-là. Et finalement, mon produit préféré. Parce que moi, dans ma clientèle, je fais beaucoup de cheveux courts. Ouais. Et puis, tu sais, cheveux courts, beaucoup de texture. Puis ce produit-là, c'est un produit qui est vraiment multi-usage. Tu peux t'en servir vraiment de plein de façons. Puis, ce que tu peux faire, entre autres, bon, évidemment, très texturisant, c'est à base de pierre volcanique. Donc, cette pierre-là a les propriétés d'absorber vraiment beaucoup l'huile. Donc, c'est super mat. Il n'y a pas d'argile dans le produit. C'est super mat, super texturisant. Donc, super bien pour les cheveux fins, les cheveux qui ont tendance des fois même à être un petit peu gras. Donc, ça va vraiment aller absorber toute l'huile. Puis, ça m'amène à te dire que tu peux aussi t'en servir comme shampoing sec. T'en prends juste un petit peu sur tes doigts, puis tu viens masser le cuir chevelu. Ça va redonner un peu de volume. Puis, ça va absorber l'huile. Donc, c'est une pâte? Ouais. Donc, tu peux t'en servir de cette façon-là. Tu peux aussi t'en servir sur cheveux mouillés. Sur cheveux mouillés, ça fait des super beaux résultats. Mettons, quelqu'un qui a les cheveux courts, bouclés un peu vers l'avant, tu appliques ça sur cheveux mouillés, tu scrunches les boucles, puis tu sèches au diffuseur. Après, là, la texture est amplifiée. C'est vraiment bien. Puis ça devient complètement mat en séchant. Donc, les cheveux prennent de la densité, ils prennent de la texture, sont un peu... ça va sonner bizarre, mais tu sais, comme un peu sali, tu sais, le look un peu moins propre, là. Donc, vraiment cool. Puis, ma dernière expérience avec ce produit-là, ça a été de l'utiliser sur cheveux mouillés pour faire une mise en pli. Et ça fait de la magie. Mais apprendre, tu sais, faut savoir doser le produit. Mais c'est sûr que, tu sais, moi, j'éduque ma cliente, puis je lui dis, j'avais une cliente, cheveux au carré, aux épaules, des petits cheveux fins, là, des cheveux qui sont à plat, elle n'en a pas beaucoup. Je me suis dit, Mélie, j'essaie quelque chose aujourd'hui dans tes cheveux. J'ai pris juste un petit peu de pâte, moins que ce que j'aurais pris d'habitude pour une densité normale. J'ai appliqué ça sur ses cheveux mouillés, j'ai fait le brushing. Ça fait pas un brushing qui est doux, mais ça donne de l'épaisseur. Puis comme je te disais, ça absorbe toute l'huile, fait que ça avait l'air zéro gras, mais c'était comme épais, les cheveux étaient denses, les cheveux étaient texturés, puis ses cheveux étaient comme... Il avait l'air plus volumineux. C'est vraiment un produit multi-usage. Tu peux t'en servir de plein de façons. Moi, j'adore ce produit-là. C'est clair. Voilà. Puis, en fait, c'est vraiment intéressant. Puis, tu sais, souvent, dans des cheveux fins, c'est ça, ils veulent du volume. Mais là, tu sais, si tu mets trop de produits, là, ça va écraser. Puis, exact. C'est comme un cercle vicieux. Là. Oui, ça. Puis, souvent, les cheveux fins, je pense que les gens... c'est pas tout le monde, mais quand tu as les cheveux fins, tu joues plus dans tes cheveux parce que tu veux toujours qu'ils soient comme parfaits. Fait que les deviennent gras. C'est ça. Fait que ce produit-là. Non, en fait, il n'y a absolument rien dans la gamme qui est particulièrement lourd. On a beaucoup de clients qui ont les cheveux fins, qui les ont utilisés puis qui ont beaucoup aimé. Donc, Puis là, il ne reste pas grand temps. Parce que ça fait déjà 55 minutes. Oh mon Dieu. Attends une minute, là. En fait, est-ce que tu as envie de parler un peu de budget? Qu'est-ce qu'il faut savoir quand tu as envie de partir? Que ça coûte vraiment beaucoup plus cher que ce que tu penses que ça va te coûter. C'est sûr. Parce que là, l'affaire, c'est que, tu sais, tu dis, bon, j'ai un budget,
Le manufacturier essaie de faire rentrer ça. Moi, ça c'est une chose que j'ai apprise. Moi, j'ai donné mon budget au manufacturier. Lui, il a pris mon budget. Il a fait des produits avec. C'est parfait. J'avais juste pas catché que moi, dans ma tête, quand je te disais j'ai mon budget, c'est ça mon budget et voici, moi, avec ce budget-là, tu me livres un produit fini. Mais là, ce budget-là n'inclut pas la bouteille, n'inclut pas l'étiquette. Là. Non, c'est pas vrai. Il incluait la bouteille, mais il incluait pas l'étiquette, puis il incluait pas tous les trucs connexes. Là. Ouais. Fait que je suis comme, ah, OK, ouais, OK. Fait qu'il faut dépenser un petit peu plus. Puis là, tu te dis, bon, mais regarde, on est rendu à 75% du projet de fait, on va pas tirer à la plug, hein? Non. Fait que là, tu t'imprimes l'argent, puis tu le fais. Non, c'est clair. Puis, Mais tu sais, pour répondre à ta question, si quelqu'un trouve un manufacturier qui accepte de travailler en petits lots, tu sais, ça peut être dans les 5 chiffres, mais 5 chiffres élevés. Bon, c'est bon à savoir. Genre pas 10 000, plus 5 chiffres proches des 6 chiffres. OK. Ouais, non, c'est... Ouais. Ben, c'est sûr que... Ben, c'est tellement d'étapes, c'est tellement de choses. Mais tu sais, après, je te dis ça, mais c'est parce que nous, on n'est pas allé avec le dos de la main morte, là. On avait 8 produits. C'est sûr que j'aurais pu lancer juste un shampoing puis un revitalisant, puis c'est ça. Ouais. Mais tu sais, on se disait... Bon, évidemment, tant qu'à le faire, on le fera pas à moitié. Puis deuxièmement, je trouve que pour avoir un certain impact dans ce domaine-là... Il faut que ça soit un peu complet. Un peu complet. Tu sais, je trouvais pas que... Parce que, tu sais, évidemment, nous, on aimerait ça pouvoir partager notre projet avec d'autres salons. Fait que, tu sais, si éventuellement d'autres salons sont intéressés à avoir le brand, ça serait vraiment cool. Mais pour ça, faut avoir une offre. Tu sais, faut que tu puisses coiffer ta cliente de A à Z avec la même gamme de produits. Tu sais, s'il faut que tu ailles piger à gauche et à droite pour compléter... C'est moins intéressant, à mon sens, à moi. Fait je pense que juste shampoing conteneur... C'est cool, mais c'était pas assez complet. Je suis d'accord. Voilà. Puis, attends une minute, je l'ai mis une question. Qu'est-ce qui fait qu'État d'esprit se démarque, selon toi? Bien, premièrement, moi, je connais pas beaucoup de gammes faites ici qui répondent à ce besoin-là. Il en existe, mais écoute, sous toute réserve, là, à moins de me tromper, puis ça se peut, j'ai l'impression que c'est souvent plus des trucs qui vont être axés barbershop ou plus dans cette catégorie-là. Ce que nous, on fait pas particulièrement, on n'a pas designé des produits qui étaient plus pour les hommes ou plus pour les femmes. On s'est dit, nous, ces produits-là, c'est pour tout le monde qui ont des cheveux. Peu importe ton identité. Donc, donc ça, pour nous, c'était important. Puis, je pense qu'un gros point qui nous démarque, c'est l'odeur, Eric. Écoute, on s'en fait parler depuis le mois de janvier, parce que nous, on les utilise depuis janvier. On vient de les lancer, mais c'est déjà quelques mois qu'on travaille avec. Je le dis, là, puis je dis pas ça pour qu'on se lance des fleurs, je le dis de façon très neutre. Les gens aiment Il y a vraiment personne qui a dit qu'il n'aimait pas l'odeur. Okay. Tout le monde capote sur l'odeur. Puis est-ce que les odeurs se ressemblent dans... C'est la même odeur pour tous les produits. OK. Ouais. Plus c'est tout le temps que je le sens parce que je n'ai pas senti. Écoute, je vais te vaporiser dans l'air, tu pourras sentir. OK. Attends, ouais, il est neuf. J'aime ça. Je suis pas très bon pour dire qu'est-ce qu'il y a dedans. Non, vraiment pas, mais il y a... Admettons, je trouve que c'est quand même neutre. Qu'est-ce que ça t'inspire? C'est sûr que je trouve que ça fait homme. OK. Mais je trouve que c'est quand même neutre. Ouais. Ça sent fucking bon, en tout cas. Genre, je me vaporiserais dessus. Ah oui? Le monde ferait comme, ah, Eric, tu sens donc bien bon, mais... Je pourrais pas dire les ingrédients. Est-ce qu'on dit les ingrédients ou on garde ça mystérieux? C'est comme tu le veux. Ben écoute, je peux en mentionner quelques-uns. Entre autres, il y a du cèdre, il y a de la feuille de violette, il y a ylang-ylang, santal, vétiver. C'est toutes des matières premières qui sont luxueuses. Il y a des clients qui nous ont dit « Oh mon Dieu, ça sent genre l'hôtel chic. J'ai l'impression que je suis dans un spa urbain ou la forêt. » Je trouve qu'il y a quelque chose de un peu boisé, un peu cuiré, un peu vert. C'est quand même léger. Ouais. C'est pas le boisé typique, lourd ou... Ouais. Parce que moi, j'avais vu un peu là, sur vos posts Instagram les ingrédients.
Puis je m'attendais pas à ça. Non? Je m'attendais à ce que ça soit plus, tu sais, là, comme vraiment la forêt. Là, C'est délicat. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je C'est trouve que frais, c'est délicat. ça me fait penser... En fait, c'est vraiment pas la même odeur, mais ça me fait... Parce que moi, je travaille avec Kerastase au salon. Ça me fait un peu penser à Chronologis, OK. qui est... Je sais pas si t'as déjà senti... Non. Ben, c'est très... Ben, c'est pas similaire, mais ça a le même effet. Je trouve que c'est comme... C'est Apaisant. pour les hommes, les femmes, mais c'est neutre, c'est chic, c'est... Ouais. En fait, c'est que c'est ça. On voulait créer une odeur qui va plaire à beaucoup de gens, hommes, femmes ou autres, sans pour autant être générique ou plate. Tu sais, parce Ouais. que souvent, à force d'essayer de plaire à tout le monde, Ouais. ça finit que ça devient juste plate, puis on plaît à personne. Tu sais. Là, je pense qu'on a une odeur qui a une personnalité. Vraiment. Je trouve que ça sent Montréal. Tu sais. On en a essayé d'autres odeurs au début dans la recherche. Ça, c'est un autre sujet qu'on n'a pas parlé, mais tu sais, à un moment donné, on avait quelque chose qui était un peu plus agrumé, puis j'étais comme, hey, Montréal, c'est pas les agrumes. Là. Montréal, c'est pas les oranges. Là. Je veux dire, on n'est pas en Floride, on n'est pas en Californie ici. Là. Ça sent bon, mais c'est Ouais. pas ça. Tu sais. Fait que. Mais ça sent fucking bon. Je suis comme... Je suis vraiment surpris. C'est comme boréal, je trouve, un Ouais. peu. Ouais. J'aime bien ça. Bon choix d'ingrédients. Merci. Merci. Puis, c'est où qu'on peut se procurer les produits à ce jour? À ce jour, Ouais. au salon, chez les brossés, chez nous. Sinon, directement sur étadesprit.ca. Et puis, c'est sûr que, petit shout-out à la communauté des coiffeurs, éventuellement, on aimerait ça avoir d'autres points de vente dans d'autres salons. S'il y a Ok. d'autres salons qui sont évidemment intéressés à travailler avec les produits, peut-être qu'éventuellement, on va pouvoir les retrouver là aussi. Puis, est-ce que vous voulez faire affaire avec un distributeur éventuellement ou pas pour l'instant? C'est pas dans les plans pour l'instant. Ok. Donc, on fait autodistribution pour Ok, l'instant. Puis, tu sais, on veut vraiment se concentrer sur le marché local. Ok. Tu sais, on Ben a oui. été conçu ici, on a été pensé ici, on l'a fait pour les gens d'ici. On sait pas ce que l'avenir nous réserve. Comme je te dis, moi, je suis ouvert à tout, mais Ouais. pas à n'importe quel prix, puis pas à n'importe quelle condition. Puis, pour l'instant, on veut vraiment se concentrer sur le marché local, puis être reconnu ici. À tu sais. Montréal, ouais. Ouais. Ben, Montréal, Québec. Le Québec. Ouais, le Québec, ok. Le Québec de façon générale. Puis, c'est pas mal tout. Et là, c'était pas dans la question. Oui. C'est le time to shine. Fait que ça, c'est le moment où que tu parles de ce que tu as envie, tu peux promouvoir, tu peux dire des informations qu'on n'a pas dit. C'est libre à toi. Mais là, repart le timer. Est-ce qu'on a Bruno? On a pas grand temps. Non, mais. Mais prends le temps. Ben, en fait, le time to shine, c'est une drôle de notion, là, parce que je suis pas du genre à me showcaser de même. Mais je pense que je veux juste te dire merci d'avoir offert cette tribune-là pour parler de moi, de moi puis Alex, du salon, du projet. Tu sais, je trouve que, tu sais, moi, si ça chaîne, moi, je suis bien content, tu sais. Mais c'est sûrement que... C'est fou parce que mon podcast, tu sais, c'est pas tout le monde qui va me dire « Ah, j'ai écouté ton épisode. » Tu sais, comme, c'est pas tout le monde qui fait ça. C'est sûr que je vois les chiffres, Ouais. mais c'est fou comment que, mettons, depuis janvier, le podcast a vraiment pris plus d'ampleur parce que ça fait quand même juste 1 an et demi que je l'ai parti. Ouais. Mais en fait, je tenais à t'avoir au podcast parce que quand j'ai vu ce projet-là, j'étais comme, ben c'est sûr que je veux faire ma part pour pouvoir le partager. Puis je suis vraiment content que tu sois venu parce que je pense que ben là, j'ai senti l'odeur en plus. Je suis comme, procurez-vous tous les produits, s'il vous plaît. Mais non, c'est comme, on a travaillé ensemble. J'étais comme, c'est juste une façon de donner au suivant, puis de juste comme partager cette belle nouvelle-là. Merci. Merci à toi, puis ben, c'est ce qui conclut cet épisode. Merci encore d'être venu dans une journée de congé. Ça fait plaisir. Et voilà.